Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous. Donc on va entamer la deuxième table ronde de l'après-midi. Donc sur cette table ronde, pour nous c'est vraiment une table ronde qui nous tenait beaucoup à cœur. Une table ronde où on a vraiment envie de mettre la pratique et les pratiques professionnelles au centre de nos questionnements, de vraiment partir de qu'est-ce qui se passe quand on accompagne des personnes et de se rapprocher vraiment de ce lien avec les personnes qu'on accompagne et de la spécificité de notre travail auprès d'elles et d'eux. Donc, au début, il y a une personne qui était inscrite pour participer à cette table ronde. Donc, c'était Noémie Micoulet de l'IFJR. Et donc, elle a malheureusement pas pu venir. Voilà, donc nous sommes 6 sur cette table. Donc pour commencer, je vais pas vous présenter, je vais vous demander de vous présenter chacune et chacun successivement, de présenter un peu dans vous personnellement et aussi dans quel cadre vous exercez. Voilà, donc sur l'aspect, encore une fois, plus pratique de la justice réparatrice. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer dans l'ordre, je vous laisse commencer comme vous voulez. Allez, je commence. Du coup, voilà, j'étais là à la table ronde précédente, donc cette fois-ci peut-être avec la casquette du coup de praticienne et plus de coordinatrice du séjour. Le service, encore quelques mots pour expliquer un petit peu l'influence de notre méthodologie. Donc on a eu une première formation en 2018 de la part de Médiante pour notre partie pratique. Donc là, je parle que du volet pratique. Ensuite, on a eu une deuxième formation, encore une fois par Médiante, qui était plus pour nous une formation continue, encore une fois, pour revoir certains éléments qu'on avait appris lors de cette première formation initiale. Et la dernière influence était effectivement celle de l'approche relationnelle. Donc l'équipe a eu une formation de 3 jours et demi également avec Catherine et Serge cette année sur l'approche relationnelle. Donc voilà d'où viendront un petit peu nos influences dans notre pratique. Donc voilà. Merci. Alors, tout comme Jessica, je suis déjà intervenue sur la table ronde précédente, mais pour parler au nom de ma présidente, donc je suis Wendy Tuillier. Je suis la responsable de la plateforme de justice restaurative de l'ARCA qui a été mise en place en 2020. Et je suis également animatrice, facilitatrice en justice restaurative sur diverses mesures et pratiques restauratives. Et je suis également formatrice en justice restaurative et superviseuse. Bon, bref, je fais un peu toutes les casquettes. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Trottignon. Je travaille dans l'association d'aide aux victimes de Seine-et-Marne en Île-de-France. Du coup, je travaille depuis 17 ans à peu près dans le secteur judiciaire. J'ai travaillé beaucoup auprès des victimes, mais aussi comme conseillère d'insertion et de probation à un moment, un petit peu. Et là, j'occupe plus spécifiquement depuis 3 ans maintenant un poste dédié à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative sur notre département, en partenariat avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je voulais juste dire une petite chose peut-être sur ma présentation. Vous le comprenez, du coup, j'interviens. Aujourd'hui, je travaille dans une association d'aide aux victimes, mais mon entrée dans la justice restaurative, elle se fait aussi à une époque où je travaille en association d'aide aux victimes et du coup par le prisme des victimes, en fait. Et si résonnait si fort en moi quand je découvre la justice restaurative, c'est sur la question de 2 choses, en fait, essentielles. Ne pas parler à leur place et leur reconnaître de la capacité ou du pouvoir d'agir. Et donc, je vous le dis ici parce que, bien sûr que j'accompagne en JR et j'accompagne les auteurs comme les victimes, et c'est très important pour moi. Mais c'est vrai que mon propos ici sera peut-être un peu orienté sur ce qu'on doit aux victimes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que dans ma posture, le reste du temps, je n'accompagne pas tout le monde. Mais je pense qu'il y a un petit enjeu sur ces questions de violences sexuelles et sexistes, et notamment hors judiciaire, à ne pas invisibiliser une fois encore les victimes. Voilà.
Bonjour à tous, Élise Thomont, je suis juriste de formation. Je travaille chez Mediante, donc en Belgique, depuis 14 ans maintenant. Et depuis le début de cette année, j'ai pris, comme Aurore vous l'a précisé, le poste de coordinatrice méthodologique de notre service. Voilà. Alors, rebonjour. Si je suis participant de cette deuxième table ronde, c'est parce que j'ai deux casquettes, enfin j'en ai plusieurs, mais en tout cas il y a ces deux-là. Ce matin je vous ai parlé en tant que médiateur au bureau de la médiation pénale pour mineurs, donc ce service public qui s'occupe de médiation dans la justice des mineurs, dans le contexte de la justice des mineurs. Mais en cours de route, j'ai eu l'occasion depuis 2014, d'être interpellé avec un autre collègue qui travaillait aussi dans la justice des mineurs, par des aumôniers de prison qui nous avaient demandé de leur parler de la possibilité que les détenus leur confiaient de est-ce qu'on ne pourrait pas une fois parler aux victimes à qui on a causé du tort. Et ces aumôniers avaient entendu parler de la médiation pénale, donc on a fait 2 jours avec eux de réflexion et de partage. Et évidemment que ça correspondait parfaitement à quelque chose qui irait bien pour leurs ouailles, si j'ose dire. Et petit à petit, eh bien, on s'est dit, ils nous ont dit, bon, alors qu'est-ce que vous allez faire quelque chose après ça? Puis voilà. Alors on s'est lancé, on s'est dit, il faut faire quelque chose, on a contacté quelques personnes. On a fait, à un moment donné, un groupe de travail d'abord. Et il y avait déjà, notamment à l'Université de Lausanne, un cours de Alternative Dispute Resolution. Et le professeur qui donnait cela nous a dit, écoutez, oui, il y a bien d'expérience dans d'autres pays, etc. Enfin, voilà. En général, en Suisse, on est toujours très en retard sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve toujours que finalement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a besoin de bien copier, avoir des bons originaux. Et puis finalement, après, on adapte. Et petit à petit, on a mis ça sur pied. Assez rapidement, on s'est mis dans ce groupe de travail à se dire, exister, c'est bien, faire quelques conférences, se renseigner et tout. Et on a fait une association, parce qu'on est en Suisse et il faut quand même avoir une certaine structure. Voilà, l'association, c'est quand même ce qui va le mieux. Ça correspond à une existence dans la loi. Malgré tout, voilà, on avait aussi 2 profs de droit qui étaient dans notre équipe de recherche, de groupe de travail, pardon. Et voilà, la JURES est née. Donc, Association pour la justice restaurative. Et donc, on a très rapidement commencé à travailler dans les prisons, vraiment dans les prisons. Mais l'accès aux prisons, c'est pas facile parce que c'est la haute sécurité, mais c'est aussi la haute sécurité des départements de justice. Et non, mais vous vous rendez compte, faire rencontrer des auteurs avec leurs victimes, non, mais ça ne va pas. Enfin, il y avait ces idées, et là, il y a un pouvoir politique. Alors, contrairement à la démarche où on est dans le présententiel ou dans le jugement, et là, on a affaire au procureur et au juge, là, on a affaire plutôt au système administratif de l'État. Mais il n'est pas moins souple, et souvent, il a encore plus d'œillères, parce qu'effectivement, c'est le sécuritaire, c'est la prison, etc. Enfin, de fil en aiguille, petit à petit, on a pu... Voilà. Merci. Voilà. Bien joué, bien joué. Petit à petit, on a donc réussi à entrer dans les prisons et à commencer ce travail. Mais je l'ai déjà expliqué ce matin, la Suisse romande, c'est 7 cantons petits, mais qui ont tous leur volonté d'agir différemment les uns des autres. Il y a 7 établissements pénitentiaires, enfin c'est compliqué. On a dû choisir ceux qui étaient les plus aptes, enfin, etc. Et résultat, depuis maintenant, on a eu aussi un film. On parle toujours parce qu'on est en France, je verrai toujours vos visages, mais je peux juste vous recommander le film qui a été fait par un membre de notre comité qui s'appelle François Colère, qui l'a fait en très très grande association avec Mediante, qui s'appelle « Je ne te voyais pas ». Donc je verrai tous vos visages, c'est du côté de la victime, et « Je ne te voyais pas », c'est les paroles d'un gars qui est en prison, à la prison d'Ypres, je crois, et qui dit effectivement, quand il fait la rencontre avec
celui qui l'a agressé, où il lui dit je ne te voyais pas, j'étais là en train de cambrioler, de t'arracher ton sac, je ne te voyais pas. Et c'est en tout cas un très très beau documentaire. On y a un petit peu participé à la Jurès, mais enfin c'était vraiment lui, et il présente cette démarche vraiment magnifique. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à ça, ça nous a donné un peu de visibilité. On a maintenant des flyers qui sont basés justement, je pourrais vous en donner volontiers, sur des images de ce film. Et ça a un petit peu déclenché un petit peu certaines ouvertures qu'on a eues dans les cantons en Suisse. Mais surtout que ça nous a amené des victimes à ce moment-là. Avant, on n'entrait que par les détenus, mais les victimes sont venues et ont vu sur le site, et ils sont contactés, voilà, je suis victime, ça fait 10-15 ans que j'ai vécu quelque chose, j'aimerais bien me rencontrer mon agresseur. Et voilà, on s'est dit, tiens, on va commencer ça. Quelque part, les médiations, on savait plus ou moins les faire. On était quand même une équipe de médiateurs qui travaillions beaucoup dans la justice des mineurs. Pourquoi pas ? Et maintenant, et je terminerai vraiment par ça, la partie des demandes, et c'est peut-être un peu l'effet peut-être de MeToo aussi, eh bien, qui nous sont formulées, sont plus importantes au niveau des victimes qui nous contactent sur le site, donc soit en procédure ou hors procédure, peu importe, que du côté des détenus que nous rencontrons en prison, parce qu'en prison, il y a un mouvement quand même, malgré tout, qu'on a aussi en Suisse, hyper sécuritaire, qui est devenu encore à se méfier même de ces médiateurs qui viennent parler avec un détenu et qui vont peut-être être accompagnés d'une victime pour faire ça dans un parloir, enfin, comme c'est présenté dans le film et comme Médiante le fait régulièrement, enfin voilà, c'est votre job. Et ils sont devenus très pointilleux. Et il y a eu des histoires avec des détenus qui ont défrayé la chronique et non, il ne faut pas. Enfin voilà, ils sont devenus terriblement frileux. Et j'ai envie de dire, maintenant, c'est vraiment plutôt l'entrée par les victimes qui nous permet de développer la justice réparatrice. Excusez-moi, c'est longue l'introduction, mais comme ça. Merci à vous pour ces présentations. Donc la première question que je vais vous poser, c'est quoi les spécificités de vos accompagnements dans les situations de violence sexistes, sexuelles et intimes? Qu'est-ce que vous faites en fait? Enfin, il y a quelqu'un qui est là, une victime, un auteur de violence, il arrive, vient vous voir, vous faites quoi? C'est pas facile parce qu'on a changé la forme de cette table ronde en cours de route. Et du coup, je vais dire ce que j'avais prévu de ne pas dire finalement, qui est, on fait comme dans toutes les autres situations. on va l'écouter et surtout et chercher à avoir accès à ce qui l'amène à faire cette démarche, qu'est-ce qu'il cherche dans cette démarche, quelles sont ses attentes. Et du coup, qu'on soit en violence sexuelle et sexiste ou pas, on fait le même exercice. Et ce qui change finalement, c'est le contexte dans lequel on se trouve et les petites antennes qu'on va avoir, nous, pour être vigilants à un certain nombre de choses et accompagner, que ce soit l'auteur ou la victime, de manière, c'est pas le bon mot, pas adéquate, mais en tout cas la plus juste possible par rapport à là où il en est. Je le dirais comme ça. Merci. Mais je vais un peu reprendre les mots, mais on en a parlé avec Marion. Peut-être sous un autre angle. Souvent, on nous demande quelle est la spécificité de nos accompagnements en justice restaurative au regard des infractions à nature sexuelle. Et effectivement, en soi, on accompagne de la même manière. Les mesures que nous proposons sont les mêmes dans le sens où les victimes de violences sexuelles et sexistes, quand elles arrivent dans un service et qu'elles sont demandeuses de justice restaurative, on va tout d'abord les accueillir, recueillir leurs attentes, et au regard de leurs attentes, effectivement, en France, on a la possibilité de faire différentes mesures de justice restaurative et par rapport à ces différentes mesures de justice restaurative, c'est la personne qui va nous dire vers quelle mesure de justice restaurative elle veut aller. Donc en soi, c'est large. Là où, souvent en formation, puisque face à toutes ces demandes, à l'ARCA, on a créé un module spécifique violence sexuelle et sexiste et radicalisation. En soi, toutes les infractions qui font peur.
à l'intérieur même de cette formation, finalement, les informations qui sont données ne sont pas tant des informations de justice restaurative, mais sont davantage des informations de quels sont finalement les victimes et les auteurs que nous accompagnons en violence sexuelle, violence conjugale, en radicalisation. Qu'est-ce que le trauma, qu'est-ce que la désistance, enfin voilà, toutes ces notions-là. Et la chose sur laquelle on va finalement insister, c'est la question du seuil de tolérance de la sécurité. C'est vraiment la grosse partie sur laquelle on dit d'être vigilant. Mais j'ai envie de dire, on doit être vigilant tout le temps, dans toute mesure et toute personne que nous accompagnons en justice restaurative, et non pas uniquement pour les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences conjugales ou les autres victimes. C'est on va dire un prérequis pour tout le monde. On doit, si je reprends le MAIS, il y a la question du S. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, c'est vraiment l'information que je souhaitais partager. Après, ce qu'on peut voir, c'est peut-être des demandes de justice restaurative, peut-être plus qu'on retrouve régulièrement dans les victimes de violences, dans les violences sexuelles. Pour ma part, lorsque je reçois une victime, il n'est pas rare que la première demande, ce n'est pas de rencontrer son propre auteur, mais de rencontrer un autre auteur. Mais pas forcément non plus dans des demandes de médiation restaurative liées. Elles souhaitent plutôt donc des médiations restauratives non liées et ne veulent pas toujours être en groupe. C'est-à-dire que dans les rencontres détenues victimes, rencontres condamnées victimes, elles disent non mais j'ai pas envie d'entendre d'autres victimes parler de leur souffrance, c'est quelque chose effectivement que j'ai pas envie d'avoir, j'ai surtout besoin qu'on entende ma souffrance et d'obtenir des réponses à mes questions. Donc s'il y avait une mesure en tout cas, ou à l'ARCA quand on regarde, quand on fait nos statistiques, eh bien s'il y a une mesure qu'on voit souvent revenir dans les médias, enfin pour les victimes de violences sexuelles, ça va être les médiations restauratives non liées. Et après on retrouve beaucoup aussi de demandes qui sont liées à la spécificité que ça vient éclabousser le reste de la famille, ça vient éclabousser les liens avec les autres. Et donc, on a effectivement des demandes de conférences restauratives familiales, des mesures où effectivement on englobe les autres personnes de la famille, ou bien plusieurs médiations restauratives pour une même situation. Notamment, j'ai une situation en tête où on a fait une médiation restaurative entre l'auteur et le père de la victime, qui était son oncle. On a fait une médiation restaurative entre l'auteur et son papa à lui. On a fait une médiation restaurative entre les parents de cette même situation et également entre le beau-frère et la belle-sœur. Voilà sur les spécificités que je pouvais dire. Moi, je vais un peu reprendre les éléments de Marion et voilà. Par rapport à la sécurité, c'est vrai que ça, c'est vraiment central dans notre travail. Et effectivement, à ta question, Thiel, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes ? C'est effectivement, lors des premiers entretiens, comprendre qu'est-ce qui bouge la personne à vouloir faire cette démarche, qu'est-ce qu'elle vient rechercher, quelles sont ses attentes par rapport au processus, mais aussi par rapport à l'autre personne avec qui elle souhaite cette communication. Et là commence en fait véritablement notre travail de préparation à cette communication. Et bien évidemment, quand je regardais un peu nos accompagnements liés aux violences intimes et sexuelles, là où on discutait hier, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, je pense que quand je regarde un petit peu nos dossiers qu'on a accompagnés, on se rend compte qu'en fait, tous ces accompagnements naissent en fait de violences intimes. Mais quand on les a accompagnés, c'est-à-dire quand ces personnes ont fait la demande auprès de notre service, on les a accueillis, que ce soit pour des tentatives de meurtre, c'était parfois dans les cadres d'un meurtre, d'une victime qui a subi des violences conjugales pendant des années, qui a fini par tuer son propre compagnon. C'est parfois des demandes d'un père ayant tué, également dans un cas de féminicide, qui cherchait la communication avec ses 3 enfants, 20 ans après les faits. Et donc là, je me dis, ce sont tous des cas en fait, qui montrent que voilà, ça révèle des retombées qui vont au-delà de ces violences peut-être initiales. Et que, donc, je suis d'avis, c'est peut-être très simpliste, mais de dire il faut y aller. Parce que quand nous, on a reçu certaines de ces demandes, on va dire que le pire n'a pu
n'a plus pu être évité. On a accompagné des personnes aussi dans des cas de tentative de meurtre, par exemple, où le compagnon, dans une relation de violence avec sa compagne, a tenté de tuer la fille juste pour se venger. Donc voilà, toutes des situations où on se rend compte en fait que les violences domestiques intimes sont là et que parfois ça a des conséquences plus importantes. Et aussi avec l'idée, je pense que ça c'est aussi quelque chose où il faut peut-être essayer de rassurer les professionnels, d'autres professionnels qui ont toujours cette crainte que la justice restaurative vient remettre du lien. Alors que parfois, et dans les accompagnements qu'on a eus, c'est parfois, comme je disais avant, justement pour couper un petit peu le lien symbolique entre les personnes. C'est parfois permettre à un enfant de dire à son père tu n'es plus mon père, tu es mort pour moi. Le jour où tu as tué notre mère, tu n'existes plus. C'est avoir l'espace pour pouvoir dire ça. Et ce n'est pas de recréer du lien, hein, finalement. On crée juste un espace pour pouvoir se dire les choses dans des cadres de violence familiale, intrafamiliale. Donc là, c'est un peu simpliste de dire, mais je pense qu'il faut vraiment y aller, qu'il faut vraiment écouter ces personnes, comprendre qu'est-ce qui les bouge à vouloir cette communication et être au plus proche d'eux pour les accompagner là-dedans. Voilà. Forcément, rien d'original par rapport à ce qui a été dit précédemment, si ce n'est peut-être que chez Médiante, nos ports d'entrée, ça peut être soit l'auteur, soit la victime. Donc, on est sollicité indifféremment par l'un ou l'autre. Forcément, le demandeur, le premier entretien, rien d'original non plus, c'est décoder une demande, les attentes qui peuvent être formulées. Alors nous, c'est vrai que par contre, on travaille plus avec l'auteur direct des faits, la victime directe, un fait relié. Mais on se rend compte par notre expérience plus récente que parfois, pour certaines victimes, c'est pas possible de rencontrer directement son auteur. Et donc, il y a une demande de pouvoir peut-être comme première étape, ou parfois on s'arrête là, mais de rencontrer un auteur qui fait peut-être moins peur, où il y a moins d'enjeux émotionnels dans cette rencontre, qui peut être soit une préparation à une autre rencontre, soit on s'arrête là. C'est vraiment, c'est du sur-mesure, c'est un accompagnement personnalisé, et donc forcément, on suit et le rythme et les attentes des personnes qu'on accompagne. On parlait de rencontres. Finalement, nos accompagnements qui débouchent sur des rencontres, c'est finalement que 20%, je pense, des suivis qu'on effectue. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'indirects où, en fait, le facilitateur, le médiateur sert d'intermédiaire vraiment très concrètement entre les deux parties. Nous, on travaille en one-to-one essentiellement, même si justement pour ce type de fait, on réfléchit de plus en plus à élargir les personnes avec lesquelles on intervient. Pour le moment, on intervient, ça faisait vraiment écho, Wendy, ce que tu évoquais, par exemple, un auteur incarcéré qui fait la demande par rapport à l'enfant qui est le sien, duquel il a abusé, mais il y a 3 autres enfants qui n'ont pas été victimes de faits, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu d'impact sur ces enfants-là. Et donc finalement, sa demande initiale a été portée forcément vers la maman et qui a dit, mais mes autres enfants, ils ont aussi des choses à dire, et donc est-ce que ça, c'est possible aussi? Et donc on a commencé par effectivement une rencontre entre l'auteur et l'enfant qui avait vraiment été directement victime des faits, et puis se sont faites des rencontres avec les 3 autres enfants, et puis une rencontre avec la maman aussi, parce que finalement elle disait je n'ai rien vu. Mais donc, qu'est-ce que ça engendre chez elle de ne pas avoir pu, selon elle, protéger ses enfants? Et puis, elle se sentait trahie, donc elle avait aussi des choses à dire par rapport à ça. Donc là, on travaille plus en termes de ce qu'on appelle des demandes rebonds. Donc, une première demande entraîne d'autres demandes. Mais j'imagine qu'on en parlera plus après. Mais quand on a commencé à travailler dans ces faits-là, on avait des demandes qui étaient essentiellement des demandes d'auteurs incarcérés. Depuis le mouvement MeToo et l'actualité qui en a découlé, on est de plus en plus maintenant interpellé par des victimes dans un cadre non judiciaire,
comme on l'a déjà évoqué. Et donc, on se rend compte aussi que l'impact, on travaille quand même avec des personnes qui sont souvent assez jeunes. Ça s'est passé, par exemple, dans un contexte étudiant, mais donc ça veut dire qu'il y a d'autres étudiants qui sont aussi impactés voilà, dans leur vie universitaire. On a été aussi approchés par certains membres des communautés LGBTQIA+, qui disaient, ben voilà, ça a eu aussi un impact sur notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, on n'a pas encore de dispositif qui est réellement mis en place pour prendre en compte tout ça. Ça fait partie de nos défis futurs. Donc voilà, l'état actuel de notre situation. C'est que j'ai passé du temps depuis 2 jours à me casser la tête, à me dire c'est quoi la forme intéressante pour aborder le sujet et à être un peu prise avec plusieurs niveaux d'enjeux sur est-ce qu'on me demande de parler de la spécificité pour les personnes qu'on accompagne, est-ce qu'on me demande de parler de la spécificité pour le professionnel que je suis dans ce que je fais, ou est-ce qu'on me demande de parler de la spécificité de l'enjeu étatique ou social. Or, je n'arrivais pas à me sortir de ça. Et je vais essayer de me recentrer sur ce que je fais quand j'accompagne les personnes. Mais pour autant, si j'ai du mal à m'en dépêtrer, je pense que c'est parce que ça interfère sans cesse. Et que ça vient constamment nous obliger à réinterroger ce qu'on est en train de faire. Mais je vous donne juste une image pour la laisser dans un petit coin de votre tête. Et on pourrait s'amuser au fil de nos présentations à se dire... à s'en servir. C'est une image que je prends à Catherine, qui vient de nous quitter, mais qui évoquait l'enjeu de préserver des bulles. En tout cas, l'image des bulles me parle, moi, de la bulle des personnes qu'on accompagne, qu'on doit préserver, qui est un espace protégé dans lequel ils peuvent eux explorer leurs attentes, pourquoi ils viennent dans cette démarche, ce qu'ils vont y trouver, ce que ça va leur faire, ce qu'ils ont besoin comme soutien, comme ressources. Ouais. Et ça, c'est leur espace et nous, on le garantit. Mais il y a aussi notre espace à nous, qui est notre espace aussi pour penser ce qu'on est en train de faire, ce qui se joue, interroger nos pratiques et identifier les ressources dont on dispose pour référer. C'était évoqué sur la table ronde ce matin. Et puis, il y a la bulle de l'État ou de l'institution et de ses propres enjeux à elle. Et voilà, je le pose juste là dans un coin. Et dans tout ce que je vais vous dire, je pense qu'il y a des choses... La question, ce serait de pouvoir classer et de pouvoir remettre... Tiens, ça concerne les participants et j'ai à le préserver. Ça me concerne moi, professionnel, et j'ai à trouver un espace pour le penser. Et puis ça concerne l'État et c'est pas à moi de m'en occuper. Ou alors, c'est à moi de faire du plaidoyer et quelque chose d'autre. Mais voilà. Et voilà. Et donc, je voulais juste j'aurais envie de dire 1000 choses et de donner 1000 exemples, mais quand j'essaye de problématiser un peu les questions spécifiques qui ressortent de l'accompagnement de ces personnes-là, au final, j'en ai ressorti 3 majeurs. La première, c'est les enjeux relationnels qui sont présents dans ces situations-là. Et la seconde, c'est plutôt les enjeux autour de ce qui se nomme ou de ce qui se cache. Et la troisième, c'est plutôt comment on va protéger les enjeux, à protéger notre espace, notre bulle de médiation. Est-ce que nous, on a à faire barrière pour que ça existe pour les personnes qu'on accompagne? Et du coup, je vais juste faire une liste de ce que je mets dans chacun de ces 2 choses. Et je pense qu'on va en reparler au fur et à mesure. Mais dans les enjeux relationnels, je pense que c'est là qu'on peut retrouver la question qui est un peu plus accrue, c'est-à-dire que les liens... On parle d'approche relationnelle, les liens entre les... Il y a toujours un lien dans les situations de médiation qu'on accompagne. C'est juste que quand on parle de violences sexuelles et sexistes, le lien, il est parfois bien antérieur à la commission des faits et surtout, le lien, il perdure, il se poursuit parallèlement à ce qu'on est en train d'accompagner en justice restaurative. Ce qui ne va pas être le cas quand j'accompagne des personnes sur un braquage. Ce qui les lie, c'est un événement à un moment donné, mais ils n'avaient pas des liens antérieurs et ils n'ont plus de liens quand je les accompagne. En matière de violences sexuelles et sexistes, le lien, il est toujours là. Et on doit composer avec ça. Et les personnes aussi. Et donc ça, c'est une spécificité qui n'est pas anodine dans ce qu'on est en train de faire et qui va aussi rejoindre la question des rapports de... Donc il y a les liens affectifs, mais qui vont aussi jusqu'à, oui, l'emprise, oui, les rapports de pouvoir, oui, plein de choses. Mais il y a tout un spectre, et c'est avec ça qu'on va devoir travailler. Et pas toujours
pas toujours comme on l'imagine. Et il y a de nombreuses personnes qu'on accompagne où précisément être en justice restaurative, c'est mettre à jour ce qui se joue dans ces relations-là, aller vérifier ce dont il est question, et non, au moment où ils entrent dans le processus, c'est pas clair, c'est pas très clair. Il y a la question du coup de composer avec les contacts parallèles, comment on va accompagner ces gens, ces couples où il y a eu des violences et il y a une décision de justice, et puis en fait, il faut continuer à échanger en même temps qu'on accompagne le processus. Encore une fois, quand j'accompagne une victime d'un braquage et un auteur de braquage, je n'ai pas à gérer ce problème-là, moi, en tant que médiateur. Ils ne vont jamais se contacter. Là, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de bruit autour de ce qu'on est en train de faire, et ça impacte ce qu'on est en train de faire. Et ça les impacte, eux. Il y a là aussi, bien, ça vous l'avez évoqué, toute la place des proches et tout ce que ça vient jouer aussi dans le processus. Et puis il y a aussi de l'ambivalence, mais là j'aime bien ce terme, moi, non pas au sens où il est souvent renvoyé dans les associations d'aide aux victimes. L'institution judiciaire va nous questionner sur l'ambivalence de la victime qui dépose plainte ou qui dépose pas plainte. Et il est un petit peu négatif dans ce sens-là sur c'est pénible ces victimes qui savent pas ce qu'elles veulent, qui sont prises dans la relation. Je caricature volontairement, mais voilà. Moi, là, quand je parle d'ambivalence, c'est plutôt dans le sens de la liberté de penser. Que ces personnes, on leur donne un espace pour penser où j'en suis, qu'est-ce que je veux, j'en suis où de ma relation, qu'est-ce que je cherche dans ce processus. Et je trouve que ces ambivalences-là, c'est presque le sel de ces processus. Et donc, accompagner une victime sur une tentative d'homicide par son conjoint qui se questionne encore sur le fait de reprendre une vie commune et qui, au fil du processus, et qui dit qu'elle n'a pas de trauma, et puis qui, au fil de la préparation de cet échange, est capable de nommer finalement qu'elle a extrêmement peur de certaines choses, et qui met au jour plein de choses, et que finalement elle ne veut plus participer. Moi, je trouve que c'est remettre de la liberté d'agir et de penser. Et puis, en enjeu relationnel, un autre petit point là, qui concerne plus le médiateur, c'est les questions qu'on a à se poser sur ce qu'on va rejouer en accompagnant une démarche. Mais ça, c'est tout récent pour moi, je ne l'ai pas eu. L'exemple que j'ai eu, la situation que j'ai eue, c'était sur un homme sur des faits de harcèlement. Et du coup, qu'est-ce que je viens rejouer en faisant à nouveau une démarche pour contacter la victime. Mais ça, c'est plutôt à travailler avec lui sur la manière dont on va contacter et que lui l'identifie aussi, ça. Je suis un peu longue, pardon. On pourrait en dire plein d'autres choses, mais je suis sûre que les collègues auront plein d'autres choses à ajouter. Sur le secret, je trouve que ça concerne plus, spontanément en tout cas, ça concerne plus les craintes qu'on peut avoir autour de l'extrajudiciaire, en tout cas en dehors d'une procédure pénale, et beaucoup sur les violences sexuelles sur mineurs. Et cette question du secret, du clivage, de tout ce qui est entretenu là. Mais je trouve que là encore... on peut revenir à ce qui se nomme dans tous les autres processus. Il y a bien un moment où il faut nommer les faits dont on a été victime ou les faits qu'on dit avoir commis. Et c'est juste qu'ici, c'est avec plus d'acuité. Et moi, là, je n'ai pas eu l'espace de le penser parce que je n'accompagne pas des situations en extrajudiciaire. C'est comment j'accompagnerais ces victimes avec qui j'ai échangé si j'étais donc le vecteur, celui qui va révéler au destinataire que cette personne dénonce qu'il a commis tel fait, tel geste. Et ça, il y a des questions à se poser là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ce n'est pas des questions vaines. Et je trouve que autour de cette notion de secret, il y a aussi tout ce qu'on va révéler à l'ensemble de la famille, à nouveau les proches. Et c'est prégnant quand il n'y a pas eu quand le judiciaire n'est pas passé par là. Autre niveau de questionnement sur le secret, c'est qu'est-ce qu'on viendrait rejouer éventuellement pour les auteurs. C'est-à-dire, je suis au clair, moi, maintenant, si j'accompagnais des victimes, si je pouvais accompagner des situations quand c'est une victime qui veut porter une demande auprès d'un auteur. Et je suis très à l'aise avec le fait, grâce à toi, Marie-Ève, sur la distinction entre la dénonciation et le dévoilement. Et à partir du moment où j'ai une victime qui veut dévoiler et faire quelque chose de ce qui lui est arrivé et qu'elle en parle, je ne suis pas du tout en train de rejouer le secret. Et voilà, elle ne veut pas dénoncer judiciairement, mais elle veut dévoiler. Et ça, oui, je peux l'accompagner. Peut-être que j'ai une question en suspens il m'intéresserait d'échanger avec le CRIAVS aussi là-dessus, sur ce qui se rejouerait pour un auteur, sur le fait que moi, Marion Trottignon, dans mon petit coin toute seule et qui ne suis pas un service officiel et estampillé et reconnu,
si je vais voir un auteur et que je ne suis pas claire sur je dénonce pas, alors que oui, tu admets avoir commis des faits, et que ce n'est pas reconnu socialement que je peux faire ça, qu'est-ce que je viens rejouer chez lui d'un secret qui se maintiendrait? Mais ça aussi, je pense qu'il y a des réponses ailleurs dans les autres pays. Mais bon, voilà, il y a des choses, là, c'est plus des questions que des conclusions. Mais pardon, j'étais un peu longue. Mais voilà, il y a beaucoup d'enjeux, en tout cas. Que dire après tout cela? Moi, je dirais, vraiment pour être clair, donc, avec la Jurès, on n'a vraiment pas de demande de personnes qui sont... Enfin, c'est très rare que les personnes soient en procédure. C'est arrivé très récemment qu'une jeune fille était en procédure depuis 6 ans pour des accusations qu'elle avait portées contre son père à l'âge de 16 ans. Elle en a donc 22 maintenant, et la procédure pénale est toujours en cours, 6 ans après. Et elle a fait une demande de médiation. Alors qu'elle venait de recevoir un préavis du procureur ou de la procureure, je ne sais plus, qui disait qu'elle allait bientôt prendre une décision. Donc c'était assez particulier. Voilà, bon. Et là, on a été confronté très fortement à tout l'ensemble des personnes qui la suivaient au niveau psychologique et même psychiatrique, et à son avocate, parce qu'on a voulu bien vérifier comment elle était entourée, où ils en étaient, parce qu'il y a 6 ans de procédure. Alors, 6 ans de procédure, il y a eu, je pense, beaucoup de silence et beaucoup de temps où il ne s'est rien passé. N'empêche que on avait une demande très claire de la jeune fille, et son entourage, aussi bien, je dirais, médical que juridique, disait non, il ne faut pas faire cette médiation. Bon. Ça, c'était très, très compliqué. Heureusement qu'on a pu se faire aider par notre superviseuse. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, les cas que nous avons sont majoritairement des situations qui nous sont présentées par des personnes qui, au terme d'une longue réflexion, arrivent à la conclusion qu'il faut que je fasse quelque chose, effectivement. Et ça, c'est la majeure partie des cas de ces 5 dernières années. À part ce qu'on fait en prison, où là, on a des braquages, on a d'autres choses, effectivement. Mais les demandes, elles sont en lien avec des violences sexuelles. Clairement, beaucoup d'inceste, ça a été dit aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment beaucoup de situations de ce type-là. Et moi, ce que j'aurais juste aimé dire, parce que tout ce que vous avez dit est tout à fait exact sur l'approche, etc., on comprend les attentes et tout, c'est le fait qu'il faut s'approcher de l'auteur, du mis en cause. Et comment s'approcher du mis en cause? Parce qu'effectivement, eh bien, la victime, les cas qu'on a eu en tout cas les plus prégnants, la victime sont dans le secret. En fait, elles ne l'ont jamais révélé, mais elles savent qu'il sait. Donc voilà. Et une fois, c'était le frère. Non, c'était toujours le frère. C'était toujours le grand frère. Une fois, c'était 2 sœurs pour leur frère. Et une autre fois, entre autres, un frère pour sa petite sœur. Et donc cette démarche-là, effectivement, elle pose question, parce que comment notre institution, effectivement, a la légitimité de faire cette démarche. Parce qu'on est une association de justice restaurative. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on n'a aucun revenu, c'est juste des donateurs, des fondations qui nous remettent un peu d'argent parce qu'ils croient dans la justice restaurative. On a une équipe au comité qui a un plaidoyer pour obtenir de l'argent. On vit que sur des dons. Ma posture de médiateur quand je vais, si je suis payé, c'est parce qu'effectivement, il y a des personnes qui croient dans cette démarche-là. Donc effectivement, quelle est notre légitimité à faire cela? Et ça, effectivement, ça pose question jusqu'au moment où, effectivement, on a le contact. Et dans plusieurs situations, et dans ces 2 situations que je cite, eh bien, les auteurs, les frères, n'ont pas donné suite. Alors, on entre en contact, jusqu'où ne pas aller trop loin, on entre en contact avec une lettre, en général, et on propose un contact, une rencontre, avec la personne pour parler, pour expliquer, écouter ce qu'elle reçoit comme elle comprend effectivement la demande qui est formulée. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire, eh bien, ça n'a rien donné.
on revient du côté de la victime, elle nous dit écoutez, on va expliquer, j'ai réfléchi, il y avait 2 sœurs là, elles ont dit entre-temps on a réfléchi, on va lui écrire une lettre pour qu'il comprenne bien qu'on ne lui en veut pas, etc., que c'est bon, mais on aimerait vraiment une fois déposer ça, ça fait 35 ans, enfin voilà. Elles ont rédigé une lettre et moi je fais l'intermédiaire pour transmettre la lettre. Et au fond de la lettre, elles ont mentionné le médiateur étant un éventuel contact, etc. On arrive à ce stade-là et de nouveau, on attend 1 mois, 2 mois, rien ne se passe. Et donc là, c'est une question qui est très importante, c'est qu'il faut continuer d'accompagner ces personnes parce que là, ça n'a rien donné. Et ça, je trouve, en tout cas de ma place, c'est une grande difficulté parce qu'il y avait vraiment un espoir. Les victimes, quand elles arrivent à ce stade-là de faire cette démarche, c'est que ça a été réfléchi, elles ont fait du chemin, elles sont sur un processus et elles ont envie d'arriver à quelque chose. Et elles sont plutôt même apaisées encore et ça c'est effectivement un élément très difficile. Et moi j'ai envie de dire, à un moment donné, on est obligé de constater notre incapacité à aller plus loin parce que la personne ne répond pas et on n'a aucun moyen de... Donc on essaie de terminer le mieux possible avec elle. Et ce que j'ai eu comme retour, en tout cas à 2 reprises, c'est que les 2 fois ça s'était terminé pendant l'été. Eh bien, à la fin de l'année, j'ai dans les 2 situations reçu une carte de ces personnes qui m'écrivaient pour me dire que de tous les processus qu'elles avaient fait jusqu'à ce moment-là, eh bien, des processus notamment thérapeutiques, eh bien, c'était la démarche qui les avait les plus soulagées. Alors qu'il n'y avait pas eu de rencontre, qu'il n'y avait pas eu de réponse à leurs questions et qu'elles n'avaient pas pu obtenir réparation ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, je tenais à le dire aussi parce qu'on doit vivre avec un petit peu ce sentiment que peut-être on mettra sous sa forme de l'échec, mais il ne faut pas dire échec, je pense qu'il faut vraiment refuser ce terme, mais de non-aboutissement, mais d'aboutissement peut-être pas aussi abouti qu'on aurait pu attendre. Je suis prudent avec les termes, mais enfin voilà. Donc juste pour dire qu'il y a aussi cette situation-là et que c'est tout à fait important de le travailler avec l'équipe des médiateurs qu'on est, parce qu'on a aussi, nous, toujours une certaine... inévitablement un certain, comment dire ça, on met notre énergie dans cette démarche, donc effectivement, on peut évidemment souhaiter qu'il y ait quelque chose. Et comme il n'y a pas ce résultat, eh bien c'est sûr qu'il y a peut-être des sentiments qu'on doit peut-être se refuser, mais n'empêche que c'est important d'avoir un retour des victimes. En tout cas, dans ces cas-là, c'est rassurant et ça conforte dans l'idée de ce qu'on fait, que ça vaut la peine de toute manière. De toute manière, ça vaut la peine. Peut-être juste pour compléter, en reprenant ce qui a été dit auparavant, effectivement, souvent c'est pour les victimes dans les rencontres non liées, c'est souvent une étape et il y a souvent une demande derrière, mais qui est sur des attentes qui vont évoluer dans le sens où au départ elles vont dire mais je souhaite pas rencontrer mon agresseur parce qu'en fait je sais que moi je souhaite comprendre pourquoi on m'a fait ça et finalement, comme disait Marion, il y a toujours une question que dans beaucoup de cas de violences sexuelles, ce sont des personnes qui sont encore en contact. Et en soi, il y a des informations qui transitent, des discussions qui ont déjà eu lieu ou commencé, un petit début de discussion qui ont eu lieu, et avec des informations ou des on-dit. Beaucoup de on-dit. On m'a dit qu'il pouvait dire ça, on m'a dit que, on m'a dit que. Et donc, elles partent aussi dans leurs attentes avec la connaissance des on m'a dit que. Et donc, dans les demandes, c'est lui ne me répondrait pas, lui, auteur, ne me répondra pas à ça. Et peut-être qu'un autre auteur arrivera à répondre à cette question qui m'est chère de pourquoi moi ? Pourquoi moi et pourquoi pas une autre personne de ma famille ? Pourquoi ça a été moi ? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête pendant, avant, après l'acte ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ces questions-là qu'on peut retrouver régulièrement pour les victimes qu'on accompagne, permet d'avoir une première réponse, des fois rien que dans l'accompagnement, avant même de rencontrer quelqu'un. Et puis parfois, lorsqu'il rencontre quelqu'un, et après de dire, mais en fait,
Maintenant, je suis prête à entendre ce que lui aurait à me dire par rapport à ça. Mais avec des attentes, effectivement, qui évoluent tout au long de l'accompagnement. Et d'ailleurs, je trouve que, alors ça vaut dans tous mes accompagnements de JR, mais ces attentes, je les questionne souvent parce qu'on voit une évolution entre les attentes du départ, le départ, vraiment, quand on la reçoit, qu'on prend les attentes, qu'on en échange avec elle, avec la personne, et puis plus on va avancer dans l'accompagnement et on voit une évolution dans ces attentes. Et c'est important, avant de vraiment en arriver à la rencontre, de re-questionner ces attentes-là. Et il y a une autre spécificité qui revient au silence que tu pouvais évoquer, Marion, que je retrouve à la fois dans le comportement que les victimes peuvent avoir, victimes et auteurs d'ailleurs, au moment de l'accompagnement, c'est le silence qui peut aussi se retrouver dans la voix, dans la manière dont les personnes vont évoquer. Ça, c'est une vraie spécificité par rapport à d'autres. C'est pas rare que j'ai des personnes qui, au moment où elles me parlent des faits, n'aient plus de voix. Tous avec des quintes de toux, mais qui ne s'arrêtent pas du tout. C'est-à-dire qu'on prend 15 minutes avant que la quinte de toux, elle s'arrête. Donc ça, c'est des manifestations qu'on ne retrouve pas dans les autres infractions. Mais aussi, parfois, le silence, ça vient concerner une rencontre, non pas avec l'autre, mais d'abord une rencontre avec soi. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les victimes de violences sexuelles, notamment quand elles ont été subies lorsqu'elles étaient mineures. Elles me parlent souvent de la petite fille ou le petit garçon qu'ils étaient. Et en fait, dans l'accompagnement, il y a beaucoup cette question-là mais en fait, à ce moment-là, j'étais comme ça, je réfléchissais comme ça, mais maintenant, je me dis que, en fait, c'est pas de ma faute. Et en fait, j'aimerais le dire au petit garçon que j'étais ou à la petite fille que j'étais, que ce n'était pas de sa faute, qu'elle ne pouvait rien faire. Et cette spécificité d'avoir des attentes de soi à soi, et de pouvoir se rencontrer soi-même, c'est aussi une spécificité qu'on retrouve beaucoup dans les violences sexuelles. J'ai envie peut-être de rebondir sur ce que tu disais. Ce qu'évoquait Marion me travaille aussi. C'est vrai que nous, on travaille essentiellement dans des faits, donc auteur-victime avec un fait relié. Et quand on travaille ce que nous on appelle de la substitution, c'est-à-dire un auteur et une victime qui ne sont pas reliés par le même fait, déjà c'est toujours une demande qui vient des personnes parce que c'est pas initialement ce qu'on propose nous, mais surtout ça peut être aussi utilisé pour des faits très anciens où parfois il n'y a plus d'auteur, il est décédé ou il ne fait plus partie de l'entourage. Et donc ça peut être aussi une porte pour avoir accès à certaines informations, pour pouvoir déposer certaines choses, alors qu'on n'a plus à disposition l'auteur réellement des faits qui ont été subis. Et par rapport à Marion, tu évoquais tellement de questions. Alors, j'ai l'impression qu'on va finalement soulever beaucoup de questions et peut-être pas apporter énormément de réponses encore. En tout cas, nous, chez Médiante, on a créé un groupe de travail parce que essentiellement, on était interpellés par des auteurs incarcérés. Et puis maintenant, on a beaucoup de victimes hors cadre judiciaire qui viennent nous trouver. Et en fait, on s'est rendu compte de toutes les difficultés ou de tout ce que ça venait bousculer chez nous en tant que professionnels d'accompagner ces personnes dans leur cheminement. Et donc, avec Aurore, on a listé un peu les choses qui avaient émergé de ce groupe de travail. Alors que c'est vraiment des réflexions, des interrogations, des débuts de pistes. Mais voilà, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'est qu'au début de ces prises en charge et donc on évolue en fait aussi avec les gens qu'on accompagne. Et parmi tout ce que vous avez déjà soulevé, nous on avait soulevé par quel biais arrive la demande, le relais de la demande. Aurore évoquait tout à l'heure que essentiellement des avocats nous relayaient des personnes, des victimes qui venaient les rencontrer, mais où clairement, ils ne voulaient pas leur conseiller de s'embarquer dans une procédure judiciaire parce qu'ils sentaient que ce n'était pas ce dont la victime avait besoin et donc les orientent vers Médiante. Mais du coup, on a des victimes qui arrivent avec, je crois que ça a été évoqué aussi, des attentes qui sont proches de ce qu'elles souhaiteraient obtenir si elles déposaient une plainte et qui avaient une procédure judiciaire.
mais on ne travaille pas dans ce cadre-là. Donc les difficultés qu'on a pu parfois rencontrer, c'est une victime qui dit j'ai subi un préjudice et j'ai des choses à dire, et donc l'auteur est parfois prêt à entendre, mais après elle se dit j'ai été victime, j'ai besoin d'une réparation. Le fait de pouvoir déposer, échanger est déjà une première forme de réparation, mais parfois elle se dit pour moi la réparation ça peut être du financier aussi. Mais au niveau de l'accompagnement qu'on propose, nous, en tant que professionnels, on ne peut pas chiffrer avec la victime ce que ça représente pour elle, par exemple, ce que la justice peut faire. Et donc, il y a parfois des frustrations parce qu'elles ne savent pas exactement à quoi elles s'attendent en arrivant dans notre cadre d'intervention. Et donc, parfois, ça leur convient, parfois, ça ne leur convient pas. Il y a aussi toute la question... tu évoquais, Gérard, les courriers. C'est aussi notre façon de procéder quand on prend contact avec l'autre partie. Sauf qu'ici, on s'est dit, mais souvent les gens se connaissent, font partie du même cercle. Donc, est-ce que le courrier s'est adapté? Si oui, est-ce qu'on envoie le même type de courrier qu'on envoie dans un dossier plus classique, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure judiciaire? Comment on nomme les gens, parce que voilà, auteur et victime avec des guillemets, mais il n'y a pas de procédure judiciaire, donc personne n'a mis cette étiquette, cette qualification pénale très clairement. Et comment on le travaille aussi avec les parties, parce que la victime qui vient nous solliciter nous dit je me sens victime, mais l'auteur ne se sent pas forcément auteur. Et donc comment on nomme les gens pour que ça soit au plus proche de la réalité de chacun. Gérard, tu évoquais aussi le timing et le fait que la victime qui arrive, elle a déjà cheminé. Et donc, quand elle arrive, elle a son cheminement personnel. Elle chemine aussi avec l'accompagnateur, avec l'accompagnement du professionnel. Mais quand on vient vers l'auteur, parfois déjà, on lui apprend, entre guillemets, que la victime souhaite dénoncer des faits. Et puis d'un autre côté, j'avais pas retenu le fil de ce que je voulais dire. Oui, le timing n'est pas le même. Et donc lui, généralement, la première question qu'il se pose, c'est en lisant le courrier ou le mail ou le SMS, on réfléchit aussi à de quelle façon on interpelle cette autre partie, mais c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il peut éventuellement commencer à cheminer. Et donc la victime a parfois des attentes, un peu dans une forme d'urgence, alors que ce n'est pas le bon timing pour le receveur de cette offre de JR. Et donc, c'est toujours pouvoir s'ajuster entre les attentes des uns, ce que les autres sont prêts à y mettre. C'est parfois très compliqué. Et la dernière chose, je pense, c'est on a évoqué la multipartialité. Hors cadre judiciaire, je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'on a parfois comment veiller finalement à cet équilibre entre les deux parties, où on a parfois une victime qui ne souhaite pas déposer plainte, mais qui dit si je n'obtiens pas ce que je veux en JR, je peux toujours aller déposer plainte. Et qu'est-ce que l'auteur est du coup prêt à accepter pour ne pas qu'il y ait un dépôt de plainte et quel déséquilibre ça peut éventuellement engendrer, en sachant que parfois l'auteur s'engage par peur, parfois simplement en se disant je vais accepter tout ce qu'elle me demande, comme ça me met peut-être un peu à l'abri d'autres démarches. Je pense que le réseau est aussi important. Je pense que peu importe les situations qu'on gère, le réseau reste tellement important, et encore plus dans ces dossiers-là. Je pense qu'on ne travaille jamais seul, on travaille avec des avocats, avec des psychologues, relayer un auteur avec des guillemets vers un avocat pour être sûr que ça puisse aussi correspondre à ses attentes à lui, qu'il puisse vraiment réellement mesurer dans quoi il s'engage. Je pense qu'on a soulevé vraiment beaucoup de questions. Il n'y a pas encore de réponse à tout, mais je pense que on est toujours dans cette mise au travail, et je pense que les gens nous poussent aussi toujours à travailler toujours plus loin pour les accompagner au mieux. Merci beaucoup pour tous ces retours qui sont passionnants.
Peut-être on peut voir si dans le public il y a quelques questions. Je vais faire la voix du CRIAFS, mais je ne suis pas seule dans le CRIAFS. Parce qu'au départ, quand vous aviez dit que c'était tout pareil que sur... Je me dis, oulala, qu'est-ce qu'on va découvrir et que finalement, vous reprenez la parole parce qu'il y a, j'imagine, peut-être pas dans les outils, mais en tout cas dans la posture et dans la mise au travail et dans la perception de tous les enjeux qu'il peut y avoir lorsqu'est apportée une situation de violence sexuelle, qui soit du côté de l'auteur ou de la victime, évidemment. De ce que je disais aussi ce matin, je pense qu'il faut vraiment être formé pour ne pas se laisser prendre. Il faut être aussi supervisé. Et dans ce que vous disiez de la crainte que vous pouviez avoir de répéter de la mise sous silence ou de l'emprise, soyez rassurés qu'à partir du moment où vous y allez avec un cadre, d'emblée vous posez vos limites de déjouer finalement ou de désamorcer les mécanismes d'emprise. Et si vous êtes un peu formé et que vous faites revenir dans la relation, si vous sentez que ça va un peu trop loin et que vous n'arrivez plus trop à penser de vous-même, comme vous dites, avec vos outils là, de bulles, et finalement c'est gagné, vous déjouez. Et vous commencez à mettre en dialectique les manœuvres et les mécanismes de l'emprise. Donc, je trouve que voilà, il y a pas finalement trop de crainte à partir du moment où vous avez installé de façon préalable la question du cadre, du tiers, et que vous venez incarner et que vous avez votre espace à vous de supervision ou de débrief. J'imagine que forcément dans les processus de justice restaurative, vous avez installé des temps alors dans le soin on appelle ça les réunions cliniques, je ne sais pas comment vous appelez ça vous dans vos services, mais et après je voulais aussi insister sur le fait que les CRIAFS, normalement dans le cahier des charges, en tout cas dans le cahier des charges de la justice restaurative pour les mineurs, sont nommés comme ceux qui peuvent accompagner non seulement l'installation mais aussi les équipes de médiation restaurative, et qu'on est des services de services publics, donc on est gratuit. Alors, ça ne peut pas être la supervision comme vous pouvez avoir avec des professionnels formés comme Equi Justice ou l'ARCA ou l'IFJR, mais la Fédération française des CRIAFS, enfin les CRIAFS de vos régions, doivent pouvoir vous permettre d'avoir un temps de travail dédié autour de la problématique des violences sexuelles dans la justice restaurative de façon gratuite. Voilà. Merci. Eh bien, moi, j'ai des questions. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça vous obligera à répéter certaines choses. Si c'est le cas, ne répondez pas. J'ai un peu la question du coup de l'évolution des pratiques et de comment la justice réparatrice avait été traversée par un mouvement social de plus grande ampleur en 2017-2018 et qui a continué par après, qui est le mouvement MeToo. Et donc, comment les pratiques ont évolué au regard de ce que ce mouvement-là a posé comme question à la société de manière générale. Alors peut-être comme indication, est-ce que les attentes des victimes ont changé ? Et si oui, peut-être est-ce que vos manières d'y répondre a aussi changé ? Peut-être j'ai pas précisé, moi, le cadre dans lequel je travaille fait que j'accompagne... Sur le département dans lequel je travaille, il y a 3 établissements pénitentiaires qui sont des établissements pour peine, pour grosse peine, donc centrale, centre de détention. Et le partenariat avec le SPIP fait que, en termes d'orientation en justice restaurative, on a beaucoup de demandes de personnes condamnées et beaucoup de demandes de personnes détenues. Donc moi, la place d'où je parle, c'est les demandes que j'accompagne sont essentiellement en post-sententiel, en matière criminelle, par des auteurs. Ça, c'est le gros des demandes que j'accompagne. Et malheureusement, j'ai beau être dans une association d'aide aux victimes, l'information et l'orientation, même en interne dans mon service des victimes, n'est pas encore la plus probante. Elle évolue aussi. Elle évolue aussi avec les jeunes professionnels qui arrivent et qui sont peut-être plus alertes sur la question. Mais, et sur les violences sexuelles et sexistes, cela dit, comme tout le monde, je pense que ça concerne à peu près 2/3 des demandes que j'accompagne en médiation. À partir du moment où on met dedans toutes les violences conjugales, toutes les violences sexuelles sur mineurs. Voilà. Maintenant, le gros que j'accompagne, c'est en post-sententiel, c'est des homicides conjugaux et des viols sur mineurs.
voilà, les demandes d'auteurs que j'accompagne. Ce qui a changé depuis 2 ans, mais je crois qu'en écoutant tout le monde, c'est un peu là entre MeToo et là, jusqu'à aujourd'hui, donc un peu plus de 2 ans, mais moi c'est un peu plus récent, c'est effectivement les demandes hors judiciaire. C'est vraiment ça le changement. En fait, je l'associe au film, moi, parce que c'est vraiment depuis 1 an et demi que j'ai des demandes hors judiciaire, et donc je l'associe à la question de l'information. Et que ce film a juste permis de communiquer sur le fait que la justice restaurative existait. En revanche, ce que j'associe à MeToo, mais là c'est très subjectif, c'est la manière dont les gens expriment ce qui les amène à faire cette démarche. Et je suis très impressionnée par le niveau de connaissance des personnes qui me contactent dans le hors judiciaire, c'est-à-dire des victimes extrêmement bien informées sur toute la procédure pénale, ce qui s'y passe, la manière dont ça va se passer, le taux de classement sans suite, et elles y vont sur leur connaissance de toutes les victimisations secondaires un peu aussi. Ce qui est, du coup, c'est un choix extrêmement éclairé, le fait de ne pas aller vers l'institution judiciaire et le dépôt de plainte. Et les quelques auteurs qui m'ont contacté dans ce... Il y en a j'ai eu 2 demandes d'auteurs hors judiciaire. Et j'y vois aussi l'effet MeToo, pas MeToo en tant que tel, mais plutôt le flot de podcasts et d'espaces de réflexion et qui viennent nommer toutes les violences sexuelles, etc. Et donc, c'est des hommes, en l'occurrence, très habités par ce qu'ils sont en train de déconstruire. Je crois que c'est ça le terme qu'on devrait dire. Voilà. Donc, oui, ça joue dans les demandes qui émergent, mais moi, je vois bien que c'est je ne pense pas être le service le plus visible au monde. Donc, effectivement, ça reste un petit espace de demande. Voilà pour moi. Ce qu'on a pu voir apparaître depuis MeToo, c'est effectivement beaucoup plus de demandes de personnes qui veulent avoir recours à la justice restaurative hors procédure pénale, mais ça reprend vraiment ce que tu as pu dire. Alors, nous, on a commencé à le voir apparaître effectivement au début de MeToo. On avait des appels de personnes qui disaient moi, je ne veux pas du tout aller vers la procédure pénale. Et effectivement, avec une information, pour avoir travaillé pendant 6 ans dans une association d'aide aux victimes, j'avais l'impression de me voir moi en train d'informer les victimes de leurs droits. Donc vraiment avec une très grosse information et j'ai envie de dire plutôt une information avec comme angle de vue plutôt les points négatifs de la justice. C'est-à-dire qu'ils avaient quasiment que ça en tête, tous les effets négatifs que peut avoir une procédure judiciaire, que ce soit la longueur, la question du rouleau compresseur qui arrive et qui nous malaxe, etc. Et donc avec effectivement un souhait de c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui pourrait répondre à mes attentes. Donc avec des personnes aussi bien plus affirmées dans leurs demandes, contrairement à avant. Et après, ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est l'évolution du film quand même, qui a, Benjamin le disait tout à l'heure, mais on a vu déjà une meilleure information de notre population sur ce qu'est la justice restaurative, et il y a une hausse des demandes qui ne cessent de doubler chaque année. On a l'impression qu'on double les demandes qui étaient des années précédentes. À qui ça appartient ? En soi, le film est MeToo. MeToo a commencé avant, mais il est toujours présent. Et le film a aussi son impact. Et on va peut-être voir si ça redescend à un moment donné. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est aussi une évolution de notre société, de la manière de voir les choses ? Après, moi, ce que je peux constater également, c'est dans l'accompagnement. C'est des questions où, pour le coup, ce qui n'arrivait pas avant, les médias, ce qui est dit dans les médias, les affaires, par exemple l'affaire actuelle de Madame Pellico, en fait, ça, ce sont des sujets qui arrivent, alors qu'avant, on n'avait jamais d'affaires autres que la leur qui arrivait. Et là, on a des questionnements comme ça qui arrivent dans les accompagnements. Et donc, ça va surtout avec, aujourd'hui, les violences sexuelles, on en parle beaucoup plus. Et aussi, moi, ce que je retrouve, c'est des personnes qui, en plus d'être informées sur les violences sexuelles, sur les victimisations secondaires, enfin vraiment sur les conséquences, etc., des violences sexuelles sur elles,
je vois aussi une volonté peut-être plus portée de manière plus forte sur... je repense à une situation, mais dans ses attentes, la victime, elle voulait absolument que l'auteur, qui était son frère, reconnaisse l'inceste. Mais le mot inceste avait vraiment son importance. Elle ne voulait pas qu'il reconnaisse les violences sexuelles. Elle voulait le terme inceste. C'était vraiment très important. Et ça, on l'a de plus en plus avec des personnes qui nous disent qu'il aille lire ce que c'est l'inceste. Il y a énormément d'écrits sur l'inceste, qu'il aille lire et avec une très bonne connaissance bibliographique. Et ça aussi, je trouve qu'avant, je le voyais beaucoup moins. Après, encore une fois, qu'est-ce qui appartient à quoi ? C'est une grande question. En lien avec ce que Wendy vient de dire sur la connaissance négative du système judiciaire, c'est une réalité. Enfin, c'est aussi, on en a parlé hier, je crois que ça a été suffisamment dit. Mais du coup, effectivement, les rares personnes que j'ai reçues qui étaient sur cette question-là. Certaines, je les ai reçues, je vous ai dit, je ne peux pas accompagner hors judiciaire, moi, dans mon cadre actuel, mais on a pris le temps quand même d'explorer, de se voir 2 ou 3 fois parfois, parce qu'il y avait besoin de temps. Et cet espace-là, il a quand même permis à certaines aussi de faire le choix, finalement, peut-être de déposer plainte. Parce qu'en étant juste sur le système judiciaire et le processus, mais pas de prendre le temps d'interroger, mais moi, qu'est-ce que je veux en fait, là, moi, je l'accueillais quand même sous ce couvert de la justice restaurative, même si c'était clair que je ne pouvais pas l'accompagner. Mais ça lui permettait d'aller rechercher. Mais moi si je veux, est-ce que c'est juste je veux lui dire des choses ? Et là, effectivement, elle a raison. C'est le bon espace, la justice restaurative. Mais j'ai une des personnes, c'était, mais moi, je veux m'assurer qu'il ne recommence jamais et je veux qu'on aille voir s'il y a d'autres victimes. Et ça, il n'y a qu'un espace, il n'y a que les policiers et le procureur qui sont en mesure d'aller enquêter, habilités à le faire. Et si vraiment c'était ça qui prenait le dessus, c'était clair que c'était la plainte. Après, il y avait d'autres questions pour elle, de se préparer à tout ce que ça supposait. Mais au moins, elle avait eu l'espace d'explorer et de penser, elle, ce qu'elle voulait. Donc en ça, c'était intéressant de toute façon. Moi, j'avais juste envie de partager. Nous, on intervient aussi plus en post-sententiel chez nous. Enfin, nos accompagnements se passent principalement après jugement. Et j'avais envie de vous partager ce cas où je parlais avant d'un homicide conjugal qui a eu lieu entre cette femme qui a fini par tuer son compagnon qui l'agressait en fait depuis des années. Et en fait, elle est venue nous voir vraiment avec ce sentiment un petit peu d'injustice aussi. Donc, pour montrer aussi à quel point la JR peut être complémentaire parfois. Parce que cette femme, en fait, pendant tout le procès pénal, en fait, son avocat avait demandé une légitime défense, ce qui n'avait pas été retenu. Et donc, elle vivait fortement avec ce sentiment de ne pas avoir été entendue dans tout ça, que son histoire n'a pas été, enfin, en tout cas, vue en profondeur par rapport à sa victimisation qui a duré des années. Et en fait, via notre service, elle a voulu prendre contact avec les parents donc, de son compagnon. Ils n'étaient pas mariés, donc c'était ses parents. Et une de ces questions en fait, qui sont revenues là-dedans, c'était vraiment de dire que ses parents en fait, étaient au courant des violences qui se passaient dans le couple. Et donc, elle nous a vraiment expliqué à plusieurs reprises. J'ai essayé en fait, de demander de l'aide. J'ai même dans certaines situations de violence, parfois pendant des situations de désespoir, j'ai pris le téléphone et j'ai essayé de demander de l'aide à ses parents en disant essaye de faire quelque chose, essayez de faire quelque chose, de me sortir dans cette situation-là. Et sa communication, en fait, sa volonté de pouvoir les confronter, c'était bien sûr pour s'excuser pour ce qui s'était passé, parce que elle aurait bien évidemment voulu s'en sortir d'une autre manière. Le meurtre a eu lieu dans une circonstance d'un conflit qui a eu lieu, d'une agression, d'une tentative de strangulation de la part de son compagnon. Et en fait, sa volonté, c'était vraiment de dire, en fait, je veux bien sûr m'excuser auprès de ses parents, je suis moi-même
maman et je peux comprendre à quel point ça peut être douloureux pour des parents de perdre leur enfant. Mais en même temps, j'aimerais les confronter en fait à toutes ces années d'appel à l'aide que j'ai eues, auxquelles je n'ai pas eu on m'a pas tendu la main pour me sortir de là. Et c'était vraiment ça qu'elle voulait déposer, avec ce sentiment en fait de ne pas avoir été suffisamment entendue, elle en tant que victime dans ces années de violence conjugale qu'elle avait vécues. Donc c'était parfois un exemple pour dire que la justice, et on n'est pas du tout là pour la remplacer, ça c'est un message important à donner, mais que parfois il y a des préoccupations, des questions qui restent en suspens, et que ces personnes peuvent, via la JR, pouvoir déposer certaines choses. Et un autre élément auquel elle tenait énormément, c'est qu'elle avait eu l'information de la part des ex de ce monsieur, que ce n'était pas la première fois que monsieur était violente avec ses compagnes. Donc elle a vraiment fait... En fait, elle essayait de comprendre qu'est-ce qui faisait que ce monsieur, à chaque fois qu'il avait une nouvelle relation, il devenait agressif systématiquement avec ses compagnes. Et en fait, la demande aussi de cette madame, c'était de se dire, en fait, parfois, il le disait lui-même qu'il avait cette haine démesurée à l'encontre des femmes en général. Et en fait, elle se disait, j'ai aujourd'hui ce besoin de comprendre, et peut-être il a vécu quelque chose dans ton enfance, peut-être il y a un truc que je ne sais pas, et peut-être ses parents peuvent me donner une réponse à ces questions-là, de se dire qu'est-ce qui a fait que ce monsieur ait cette haine démesurée, et que dans chaque relation qu'il commence, son agressivité prend le dessus. Et il rentre à chaque fois dans des relations totalement toxiques et avec une relation de pouvoir une relation d'emprise assez importante. Et donc voilà, ça montrait vraiment à quel point cette femme condamnée maintenant pour meurtre avait besoin, elle aussi, de trouver sa place en tant que victime également, mais bien sûr elle reconnaissait le fait qu'elle était passée à l'acte et qu'elle aurait espéré pouvoir résoudre la situation différemment. Donc c'était juste pour vous donner un autre exemple de cas qu'on a accompagné, qui montre à quel point ça peut être complémentaire le tout. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Juste le micro, s'il vous plaît. Non, c'est pour poursuivre parce que, en fait, là, du coup, je différencie pas vraiment ce qui aurait pu être du côté du soin, parce que c'est des accompagnements, pour le coup, en milieu pénitentiaire qu'on peut faire auprès des auteurs qui peuvent essayer de mettre du sens à leurs actes, vous voyez, par rapport à quelque chose qu'ils internalisent et qui peuvent dire à ce moment-là, à partir du moment où il y a un acte qui est posé, voilà, quelque chose. Du coup, j'avais envie de savoir la suite. Est-ce que la médiation a pu se faire? Est-ce qu'elle a pu poser ces questions? Elle a pu avoir des réponses? Est-ce que les parents ont été d'accord pour recevoir ces questions ou pas? Alors, c'est un dossier effectivement qu'on n'a pas pu aboutir concrètement parce que je ne sais pas si j'en ai parlé à la première table ronde, mais on a effectivement encore ce problème de l'accès aux coordonnées. Et là, on a vraiment essayé par tous les moyens de contacter ces parents qui en fait n'étaient pas partie civile dans le dossier. Et donc, pour l'instant, nous, on intervient dans des dossiers où on arrive à accéder aux coordonnées des parties. Sauf que ça, c'est aussi un des avantages du Luxembourg. On est un petit pays et les frontières sont très proches. Et là, en fait, justement, les parents de cette personne décédée, du coup, n'habitait plus au Luxembourg, ce qui a rendu difficile vraiment notre recherche et notre tentative de contacter ses parents. Et on a vraiment un peu tout essayé, ce qui n'était pas possible. Mais là, en fait, tout le sens, si je comprends bien votre question, quel est le rôle finalement d'un accompagnement psychologique, mais là, c'était ça votre question c'est pas tout à fait quel est le rôle, parce que à la limite le rôle je le distingue bien. C'était vraiment la question de la différence et j'ai l'impression que la pratique en médiation, finalement là, auprès de cette femme qui vient déposer des choses, des questions, etc. J'ai l'impression que la finalité, le sens, tout l'intérêt, c'était justement de venir le déposer ailleurs que pour soi. Vous voyez, que pour quelque chose d'un soin psychothérapeutique ou psychologique. C'était pour le coup que ça ait une ambition. Je ne sais pas si je me suis mal exprimée, mais c'était vraiment des questions qu'elle voulait poser à ses parents, en fait. Donc même cette question de se dire aux parents
de la victime décédée, en fait. Mais ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. Mais donc, c'était de dire, effectivement, le travail en réseau, il est effectivement essentiel. Et là aussi, ça, j'y tiens à le dire, quand nous, on n'arrive pas, effectivement, quand on a une demande et qu'elle n'aboutit pas pour X raisons, parce qu'on n'arrive pas à contacter l'autre partie ou parce qu'elle est décédée, enfin, il y a plein de raisons qui font que cette communication ne se fait pas. Bien sûr, on a aussi ce rôle de reléguer et de créer quand même, enfin, de faire en sorte que les personnes puissent trouver un autre relais, puissent trouver un autre service qui puisse les accompagner. Donc en prison, nous, c'est vrai qu'au début, on avait vraiment cette crainte, plutôt par rapport à la confidentialité, mais parce qu'on était un nouveau service, de se dire il faut vraiment garantir ce cadre sécure, ce cadre confidentiel. Mais c'est vraiment important d'ouvrir en fait ce cadre-là et de faire en sorte qu'il y ait d'autres professionnels qui soient greffés en fait à la démarche, en disant que on doit aussi reconnaître ses limites, mais je pense qu'on l'a dit ce matin aussi dans le cadre des mineurs, et c'est vrai aussi pour les majeurs, de se dire on doit reconnaître nos limites, on n'est pas des thérapeutes, et là où nous, on ne peut plus agir, ou pas, parce que soit ce n'est pas possible, ou parce que l'autre personne n'est pas accessible, de faire ce relais avec d'autres professionnels. Et ça, on le fait systématiquement maintenant. On essaye aussi par rapport aux personnes de soutien que les personnes peuvent avoir, de dire aux entretiens individuels, en fait, la personne, si elle souhaite venir avec sa psychologue, c'est absolument OK pour nous, il n'y a pas de souci sur ça. Mais là, effectivement, dans ce cas-là, c'était juste pour vous expliquer les attentes qui pouvaient mener une personne à vouloir cette communication. Elle n'a pas pu aboutir dans ce dossier-là, effectivement. Mais c'est plus, et là encore, on a pu souligner à notre ministère l'urgence de modifier, mais ça, je reviens à la table ronde précédente, mais de mettre au clair certaines choses pour nous permettre de faire notre travail, effectivement. Et les coordonnées, c'est un des points les plus essentiels. Vous avez évoqué tout à l'heure les éventuels impacts de MeToo ou d'autres d'autres campagnes. Moi, j'aurais voulu poser une question concernant l'hypermédiatisation de certaines situations par les médias, donc les médias généralistes qui utilisent, enfin ça c'est mon point de vue, qui utilisent donc certaines situations extrêmement graves, enfin dramatiques, pour et du coup ça, il me semble que ça aboutit à occulter, en focalisant les choses sur les individus, que ce soit l'auteur, le monstre, ou bien la victime. Du coup, je me demande si ça finit pas par occulter ce qui se déroule quand même finalement dans un contexte social, de ce qui permet que autant de personnes, puisqu'on a régulièrement des annonces de chiffres qui sont quand même, moi je suis abasourdie, quoi, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les femmes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du social, de l'organisation d'une société. Et je me dis, est-ce que le fait que sur la scène médiatique, par le biais de médias qui sont largement vus, y compris les réseaux sociaux, alors je connais moins parce que je ne les fréquente pas, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque vraiment de trop établir les choses sur un plan individuel, même s'il l'est, je ne veux pas nier ça, mais du coup ça occulte complètement une autre dimension dans laquelle, à mon avis, on est, nous, dans le cadre de la justice réparatrice, et qui a à voir avec une dimension plus sociale et de relations sociales entre nous, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dites-moi oui. Non, je ne sais pas, j'arrive pas bien à le formuler, mais peut-être, enfin, j'ai pas les bons mots, moi. S'il y a une interprétation pour repréciser, je prends. Non, tu voulais rebondir sur ce que disait Martine ? Je me demandais si elle mettait pas en évidence un paradoxe dans le fait de mettre sur la scène publique, donc de publiciser, tu as dit hyper médiatiser,
des choses, donc comme si on interpellait la société ou qu'elle devait se sentir concernée, et qu'en fait, alors qu'on interpelle la société, en fait, on individualise les choses et on occulte la dimension structurelle et sociale. Je crois que tu... En gros, on hypermédiatise sur le fait divers et on ne pose pas la question structurelle ou de société qu'il y a derrière, dans le média. C'est comme ça que je le comprends ? C'est pas ça. Okay. Non, mais il y a de ça, mais je me dis, est-ce que ça a un impact sur la façon de, pour vous, les médiatrices, médiateurs, est-ce que ça a un impact sur vous aussi, ça ? Est-ce que vous vous sentez, comment dire, parce que il y a cet accompagnement que vous déployez auprès des personnes qui viennent vers vos services, mais vous êtes pas, vous êtes aussi, enfin moi c'est comme ça que je le vois, vous avez un rôle social. En fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Je suis toujours pas sûre d'avoir bien compris le point exact où tu veux en venir, mais je suis désolée. Non, tu as fait plein de tentatives. Mais pour autant, ça m'amène plein de réflexions et j'essaye de les ordonner. Parce que je trouve que ça soulève plein de choses. La question de la médiatisation, moi, je trouve que c'est quelque chose dont on se préoccupe souvent en médiation. Peu importe le sujet. C'est-à-dire que ça a tellement d'effets pour les victimes comme pour les auteurs, la manière dont leur affaire a été traitée dans les médias, dont on a parlé d'eux, ça vient tellement coller des étiquettes, etc., qu'on a vachement à gérer ça, je trouve. Enfin, pas nous, eux, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'ils nomment dans ce qui les amène dans cette démarche, de ne pas être cantonnés à l'étiquette qu'on a bien voulu leur donner. Et j'illustre juste d'un exemple, c'est ma question du moment, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de femmes, j'ai plusieurs demandes de femmes détenues. Et ça rejoint ta question aussi de la question sociale qui est, en tout cas comme je le comprends, pas posée derrière, des femmes détenues qui sont vraiment, vraiment, vraiment diabolisées dans les médias. C'est-à-dire beaucoup plus que des hommes quand ils commettent les mêmes faits. Mais il y a quand même un effet assez fort, en tout cas de mon point de vue, sur la sorcière, quoi. Et ça, c'est hyper présent. Sauf qu'il y a une vraie question sociale derrière de pourquoi quand un homme tue sa femme, c'est un crime passionnel, et pourquoi quand une femme tue son mari, c'est une manipulatrice qui a monté son coup depuis 15 ans et qui voulait de l'argent et qui est une grosse sorcière. Pardon, je le dis comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a une médiatisation d'un événement, pour autant, derrière, il y a des questions qu'on ne nomme pas. On ne re-questionne pas cette manière de considérer le phénomène, le crime féminin, par exemple, et qu'est-ce qui est traité là-dedans. Après, j'ai l'autre, c'est vraiment des remarques en vrac. L'autre situation qui était venue m'interpeller, j'ai participé à une émission, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, et Charlotte Bien-Aimée a un prisme, en tout cas une grille de lecture sur ce qu'elle interroge des violences de genre, etc. Et parmi les questions qu'elle nous posait à Héloïse et moi, elle nous demandait dans quelle mesure, dans nos suivis, dans l'accompagnement des personnes, justement, on venait nommer ou donner à voir aux personnes qu'on accompagne, et notamment les victimes, les questions structurelles dans lesquelles elles pouvaient être prises. Et ces rapports de pouvoir, et l'emprise, et les relations hommes-femmes, etc. Et bien sûr que non, je vais pas le nommer, et c'est pas ça que je fais quand je travaille avec les personnes, mais ça tu le sais. Et du coup, bien sûr que je suis médiateur et que je travaille dans un contexte et que j'ai connaissance des questions sociales et des idées qui circulent, etc. Mais c'est pas avec ça qu'on travaille dans l'accompagnement. Je sais pas si c'est les réflexions que ça m'a amené, en tout cas, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais préciser pourquoi, oui, j'ai la même question. Pourquoi c'est pas avec ça que tu travailles ? Parce que ce qui m'intéresse, parce que j'ai absolument pas envie de faire l'histoire à la place de la personne et de ce dans quoi avec quoi elle lit son histoire et ce dans quoi elle est prise ou pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des questions qui vont émerger, mais ce n'est pas moi qui les amène. Mais c'est des questions qui émergent régulièrement dans le... En fait, puisque notre travail
Et notre approche et notre posture et ce qu'on développe, tout le travail, il est un peu, je pourrais le résumer, moi, avec mes mots, ce serait, de toute façon, ça amène les personnes à interroger la place qu'ils se donnent à eux-mêmes et la place qu'ils donnent à l'autre. Donc à partir du moment où il va y avoir un endroit pour explorer tout ça, ça va potentiellement faire émerger des choses de cet ordre-là, de dans quoi je suis prise, dans quel type de relation. Ah ben oui, ben j'ai lu ou pas, mais ça vient. Voilà. Le seul exemple que j'ai, c'est une femme où tout le monde autour d'elle lui dit, et d'ailleurs elle ne l'entend pas et elle se débat avec ça. Donc quel intérêt ça aurait que moi je lui dise dans la médiation, encore une fois. On a cessé de lui dire toute la procédure judiciaire qu'elle était aveugle et qu'elle était sous emprise et qu'elle était vulnérable et qu'on allait la protéger contre son gré. Et c'est insupportable. Et donc dans la médiation, quand je l'accompagne, non, je vais alors certainement pas nommer ça, mais en plus je le pense pas, mais de toute façon je le nommerai pas. Et ce que j'adore, c'est le jour où on lui confirme on peut l'accompagner et qu'elle a reçu un courrier de l'administration pénitentiaire qui lui dit qu'il refuse, je sais plus quoi, un échange de correspondance qui était hors de notre médiation, qui était sur d'autres sujets. Et il lui nomme qu'elle serait peut-être, qu'elle est encore qu'elle admire trop. Je ne sais plus comment c'était nommé, mais il y avait un truc, qu'elle était vulnérable et sous emprise. Et sa réponse, c'est de dire, je ne suis pas sous emprise de mon conjoint, je suis sous l'emprise de l'administration pénitentiaire. Bon, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas de meilleur pied de nez pour le dire, quoi. Et pour autant, cette femme, derrière, qu'est-ce qu'elle fait dans le processus ? Elle va vérifier la place que son conjoint lui donne. Et ce qu'elle est allée vérifier, en l'occurrence, c'est qu'il lui en faisait aucune. Donc la fin de l'histoire, c'est que cette femme, elle fait le choix de divorcer, ce qu'elle n'avait pas fait, c'est une tentative d'homicide. Elle était en couple et la question était de rester ensemble. Et là, quand je la revois il y a 1 mois dans le suivi, elle nous dit, j'ai déposé une requête, une procédure de divorce. Il fallait que je mette une date sur la séparation de fait. Et je ne savais pas quelle date mettre. La date où il avait été arrêté, la date où on dit qu'il a tenté de me tuer. Finalement, j'ai mis la date de notre rencontre en médiation. Voilà, ça dit un peu tout, je crois. Moi, je voulais juste réagir à ce qui avait été dit. Je trouve la question est l'importance aussi de la formation et de quel type de formation. Enfin, je pense, dernièrement, on a été pas mal présenté notre dispositif dans des assemblées de mouvements féministes. Et je pense que, en Belgique, maintenant, presque tous les services sont formés avec une lecture de genre des violences, notamment des violences entre partenaires. Et je pense que ça colore l'accompagnement qu'on va offrir. Même si on n'amène pas cette question directement, on va pas prendre... on va vraiment avoir une lecture. Le prisme n'est pas le même. Et on ne va pas l'amener d'emblée. Mais si la victime ou l'autrice l'amène, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le décaler et de pouvoir ramener cette lecture. Moi, j'aime bien c'est une violence qui se joue entre partenaires, mais c'est une violence sociétale. Il y a une dimension sociétale. Et de croire qu'on n'est que dans l'intimité, qu'il n'y a pas une dimension sociologique, je pense que c'est une erreur. Et donc, parfois, ça dépend dans quel type d'accompagnement, mais parfois, ça peut s'insérer et ça peut venir soutenir la victime. Je pense que c'est intéressant. Et donc, voilà, je trouve qu'on est quand même coloré de quel type de formation on a suivi et de sortir alors parce que dans ce genre de moment, on nous dit oui, mais bon, il y a des hommes qui sont victimes. Mais en fait, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas des hommes qui étaient victimes. Mais ce n'est pas la même chose de considérer une dimension structurelle dans les dominations conjugales. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Je suis très construite. Je vais ajouter quelque chose, moi aussi, sur la question structurelle. Je trouve que c'est une question intéressante, puis j'estime, ça c'est très personnel, mais j'estime que d'offrir des choix, ça fait partie de quelque chose de très structurel qu'on offre. De voir qu'il y a d'autres options qu'un régime, qu'une seule manière de prendre la parole, puis quand tu prends la parole à l'intérieur du système, on te dit, il faut que tu la prennes de telle manière. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... qui vient bouger les structures, d'en offrir autre chose que la voie judiciaire, finalement, ou que... C'est ça. Moi, je trouve qu'on bouge dans ce qu'on offre en justice réparatrice. On bouge les structures, ou la violence structurelle des structures. On peut prendre une dernière question si on a une qui est brûlante. Et puis peut-être qu'après, on peut s'arrêter, parce qu'en plus, on a prévu un apéro. Donc
Mais je voudrais vraiment remercier tout... Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour les applaudissements, mais Marion, elle a encore envie de dire quelque chose. Il y avait une chose qui me tenait à cœur de dire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Je vous ai dit, moi, j'accompagne beaucoup dans le cadre post-sententiel, judiciaire, etc. Mais ce que je constate sur mon territoire, en tout cas, c'est que les demandes en pré-sententiel et hors judiciaire, pour la plupart, viennent de victimes. Or, ce sont celles où la circulaire vient dire « Ouh, le pré-sententiel, on va essayer d'éviter, c'est soumis à tel accord, c'est un ». Et le hors-judiciaire, on voudrait que ça n'existe pas. Et c'est vraiment une question que je veux poser, que j'ai envie de dire ici, mais je sais que vous ne serez pas... Enfin, voilà, c'est pas... Je prêche un peu des personnes convaincues, mais qu'est-ce qu'on est en train... En n'accompagnant pas ces demandes-là, qu'est-ce qu'on est en train de rejouer sur invisibiliser les victimes, qui sont donc les victimes de l'intime, les violences sexuelles sur mineurs, les violences conjugales, etc. Et donc c'est encore invisibilisé, on rejoue ça. Voilà. Merci beaucoup. Et la journée est finie.